Salut à tous les gones. Je voulais vous parler aujourd'hui de notre équipe nationale et plus particulièrement créer un podcast plaidoyer pour notre sélectionneur. Et je tiens à dire que je ne ferai pas de pronostic aujourd'hui. Globalement, je mettrai plutôt l'Argentine favorite pour pas mal de raisons, mais mon point de vue aujourd'hui sur Deschamps restera le même, en tout cas, quel que soit le résultat de demain. L'idée de ce podcast, c'est de faire un zoom sur quelques highlights de la carrière de Dédé. Dans le foot, il faut parfois se détacher du court terme, prendre du recul et regarder un peu les performances sur le long terme, voire le très long terme, pour juger de la qualité d'un joueur ou d'un entraîneur en l'occurrence. Donc j'essaie de résumer tous les exploits de la France depuis 30 ans, de la France du foot. Donc ce que j'entends par France du foot, c'est que j'essaie de référencer les exploits des clubs français ou de l'équipe de France depuis une trentaine d'années, donc entre 1992 et maintenant. Alors j'ai pas compté les performances en Coupe des Coupes et en Europa League, parce que je considère que ce sont des coupes d'importance moindre par rapport aux trois grandes compétitions que sont la Ligue des Champions, l'Euro et la Coupe du Monde. Donc pour moi, il y a 9 exploits de la France du foot depuis 1992. À commencer par en 93, la Coupe des clubs champions remportée par l'OM. Donc Coupe des clubs champions, c'est l'ancien nom de la Ligue des Champions. Alors pour rappel, c'est toujours à ce jour la seule Ligue des Champions remportée par un club français. En 98, il y a la Coupe du Monde qu'on remporte, évidemment, l'Euro en 2000. En 2004, il y a la finale de Ligue des Champions atteinte par l'AS Monaco. En 2006, il y a la finale de la Coupe du Monde. En 2016, il y a la finale de l'Euro. 2018, évidemment, la Coupe du Monde. 2020, finale de Ligue des Champions pour le PSG. Et en 2022, il y a la finale de la Coupe du Monde qu'on a atteint et qu'on disputera donc demain. Donc dans ces 9 exploits de la France du foot, Deschamps est un artisan majeur de 7 de ces 9 exploits, 3 comme joueur capitaine. Ça c'est important, il avait toujours le brassard sur le biceps quand il a gagné ses 3 titres. Donc 93 Coupe des clubs champions, 98 Coupe du Monde et 2000 l'Euro. Et 4 qu'il a remporté comme entraîneur. Donc je répète, il y a 7 des 9 exploits de la France du foot des 30 dernières années qui ont pour artisan majeur Didier Deschamps. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact qu'a cet homme sur l'histoire de notre football. Alors, avant la Coupe du Monde 98, il y a aussi eu l'Euro 96. Donc là, je ne l'ai pas mis dans les grands exploits, mais quand même, c'est une performance qu'il faut souligner parce qu'en fait, on atteint les demi-finales où on perd contre la Tchéquie. Deschamps ne peut pas jouer parce qu'il est suspendu, mais c'est quand même le capitaine de cette équipe pendant l'Euro. Alors pourquoi c'est une performance intéressante d'atteindre l'ennemi en 96? Parce qu'en fait, on sort d'un traumatisme en 93 qui est l'élimination de la Bulgarie, le Bulgarigate, qui est d'ailleurs un moment fondateur de la carrière de Didier Deschamps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu la catastrophe de 93 avec la non-qualif pour le mondial. Et comme l'a récemment souligné Dimeco, c'est un événement fondateur de sa carrière. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a des conflits dans la sélection nationale entre les joueurs parisiens et marseillais. Et ça va aider Didier Deschamps à réaliser à quel point la notion de groupe et de bonne entente d'un groupe est importante pour performer, particulièrement dans une compétition où tout le groupe vit en huis clos pendant une trentaine de jours. Et c'est d'ailleurs cet ingrédient-là qui est un des éléments fondateurs de la victoire de 2018. Ensuite, on est évidemment donc 98-2000 où Deschamps est capitaine. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe qui a gagné la Coupe du Monde gagne l'Euro derrière. Ça s'était déjà fait dans le sens inverse, mais pas dans ce sens-là. Ensuite, il y a la finale de 2004 avec Monaco, finale de Ligue des Champions avec un club français, c'était pas arrivé depuis 1993. L'effectif de Monaco en 2004, pour rappel, alors là par exemple j'ai sous les yeux l'effectif quand Monaco gagne le match retour contre le Real Madrid 3-1 en quart de finale. C'est Flavio Roma, Ibarra, Julien Rodriguez, Givet, Evra, Édouard Cissé, Ludovic Giuli, Jérôme Rotten, Jaroslav Plazil et Dado Percho. Et quand même, à part Ludovic Giuli, Patrice Evra, éventuellement Morientes, mais qui était plutôt sur sur une fin de carrière, une fin de cycle. Hein. On n'a que des joueurs qui n'ont pas réalisé des grandes carrières dans le football européen. Dado Percho, Jaroslav Plazil, Jérôme Rotten, 2004, c'est son highlight. Édouard Cissé, Gaël Givet, Julien Rodriguez, Hugo Ibarra et Flavio Roma, c'est que des joueurs, on va dire des bons joueurs, mais aucun grand joueur dans cette liste-là. Et je pense que c'est quand même un exploit significatif d'avoir atteint la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles avec cette équipe. Alors je passe rapidement sur 2016, mais quand même en demi-finale, on élimine l'Allemagne, champion du monde en titre, qui nous domine quand même assez nettement dans ce match-là. Et on se rappelle, je crois que c'est Griezmann qui met un doublé salvateur et qui nous permet de nous qualifier en finale. À l'époque, quand même, la sélection allemande domine le football mondial, donc c'est quand même un petit exploit de les éliminer en demi-finale. En 2018, alors c'est une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge. L'expérience, c'est important dans ce genre de compétition. Et pourtant, Deschamps a amené la Coupe du Monde à la
Je crois que c'était la quatrième équipe la plus jeune du tournoi à l'époque, en sublimant notamment Paul Pogba, Giroud, etc. Alors, on pourrait aussi parler du passage de Deschamps à l'OM en tant qu'entraîneur entre 2009 et 2012. Si on se posait un peu là-dessus, entre 93 et 2009, l'OM, c'est 0 titre gagné. Entre 2009 et 2012, quand Deschamps est entraîneur, c'est 3 coupes de la Ligue gagnées et un championnat de France. Donc 4 titres en 3 ans. Et depuis 2012, l'OM, c'est 0 titre gagné. Donc 0 titre pour l'OM entre 93 et 2009. 4 titres pendant que Deschamps y est entre 2009 et 2012. Et 0 titre depuis que Deschamps a quitté le club en 2012. Donc voilà, c'est encore une preuve que cet homme-là aspire systématiquement les victoires partout où il passe. Il surperforme de façon constante. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses que nos yeux d'être humain lambda ne peuvent pas voir. Il a le souci du détail. Il est obsédé par sa fonction, obsédé par l'équipe de France. Il est pas seulement fort tactiquement et dans la gestion émotionnelle de ses hommes, mais il sait aussi organiser le quotidien de sa vie de groupe de façon à optimiser la préparation de ses joueurs. C'est un artisan, il a la minutie d'un orfèvre. Il a souvent expliqué qu'il faisait toujours tous les efforts possibles pour aller chercher des petits pourcentages à droite, à gauche, à grappiller sur plein d'éléments, que ce soit la récupération des joueurs, l'alimentation, l'observation minutieuse des équipes adverses, les changements, etc. Et selon moi, c'est en grande partie ce souci du détail qui fait qu'on arrive à faire basculer plein de matchs 50-50 ou 60-40 en notre faveur, un peu comme si ces efforts minutieux tendaient à aimanter systématiquement la balance de notre côté. Alors selon les supporters de l'équipe de France, la réussite de Didier Deschamps s'explique essentiellement par son animal de compagnie préféré, la fameuse chatte à Dédé. Je pense que selon moi, alors c'est plutôt un fantasme, c'est en fait ce que j'appellerais un biais cognitif de confirmation. En fait, on se dit qu'il a de la chance, donc on va aller chercher tous les éléments confirmant cette théorie, en oubliant les faits qui peuvent infirmer cette théorie. Donc par exemple, là sur la Coupe du Monde actuelle, il y a les blessures de Pogba, Kanté qui étaient des éléments clés en 2018, plus Benzema qui est en Ballon d'Or, plus Lucas Hernandez en début de tournoi. Et les gens oublient de dire à quel point c'est un exploit de se qualifier en finale alors que 3 de tes 5 joueurs majeurs sont blessés. Je pense même à titre personnel que les éléments pendant cette Coupe du Monde se sont déchaînés contre l'équipe, puisqu'en fait on vit actuellement la pire chose qui pourrait nous arriver avant une finale, c'est qu'il y a une épidémie qui est en train de frapper l'équipe de France. Alors Deschamps essaie tant bien que mal d'étouffer le truc pour pas donner du courage à l'adversaire, de la confiance à l'adversaire, mais l'équipe avait déjà été affaiblie en demi-finale avec Rabiot, Coman et Upamecano qui étaient notamment touchés. Et là, il semblerait que cette épidémie se soit encore plus diffusée, ce qui me fait vraiment peur pour demain. En tout cas, je pense que cet élément fait pencher assez clairement la balance pour l'Argentine. On se rappelle notamment que N'Golo Kanté était par exemple passé à travers sa finale de Coupe du Monde en 2018. En tout cas, il avait été nettement en dessous de son niveau habituel à cause d'une gastro. Alors maintenant, je peux vous concéder que cette histoire de chat à Dédé, ça peut avoir un effet positif sur les joueurs de l'équipe de France, une espèce de conviction que tout est toujours possible quand ils ont le coach avec eux, qui peuvent soulever toutes les montagnes grâce à sa supposée bonne étoile. Mais quand même, je pense que c'est plutôt une injustice, le jugement qu'on peut porter à l'égard de Didier Deschamps. Et je pense aussi à ceux qui, pendant des années, ont insisté à vouloir mettre Zidane à la tête de cette équipe, ont réclamé à ce qu'on mette Zinedine Zidane à la tête de cette équipe, alors que Didier Deschamps nous a gagné une Coupe du Monde et ramené en finale d'une deuxième, en plus de la finale de l'Euro. Une des critiques les plus injustes contre Deschamps, c'est la critique aussi selon laquelle il aurait de la chance d'avoir une super génération de joueurs. Mais alors déjà là-dessus, je tiens à rappeler qu'un des joueurs comme Griezmann, Giroud ou encore Rabiot, c'est absolument pas des joueurs reconnus comme des grands joueurs à l'international, c'est reconnu comme des bons joueurs, mais pas des grands joueurs. Et c'est principalement que Dédé a su les sublimer leur talent pendant qu'ils portaient la tunique bleue. Il sait les mettre dans des conditions qui leur permettent d'exprimer au mieux leur qualité. Donc ces joueurs-là, c'est en partie grâce à Didier Deschamps qui sont aussi performants en équipe de France. Et je pourrais aussi citer l'exemple de Pogba, qui a fait une Coupe du Monde stratosphérique en 2018, alors que avant et après, avec United, il a produit des saisons qui étaient très mitigées. Donc c'est essentiellement dans le contexte équipe de France Didier Deschamps qu'il a su sublimer, exprimer son plein potentiel. Et aussi, je suis surpris de voir à quel point les gens oublient que dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est souvent pas les favoris qui ont gagné. Avant chaque coupe, les gens sont persuadés que X ou Y équipe va gagner, alors que parce qu'elle est le meilleur joueur, alors qu'à travers l'histoire de la Coupe du Monde, souvent c'est pas l'équipe qui a les meilleurs joueurs qui gagne la compétition. Il y a des exemples à chaque compète, par exemple le Brésil en 98 qui perd en finale contre notre équipe de France,
qu'on voyait faire un mondial moyen, qui était très critiqué, hein, l'équipe de France d'Aimé Jacquet. La France et l'Argentine en 2002, qui étaient les grands favoris, se sont fait éliminer dès le premier tour. L'Espagne en 2006 se fait éliminer en huitième. En fait, à travers l'histoire de la Coupe du Monde, l'équipe favorite perd plus souvent qu'elle ne gagne, en fait. Et ça se traduit dans les cotes des paris en ligne proposées par les bookmakers, puisque avant le début de la compétition, en général, le favori n'a pas une cote en dessous de 2,5. Ça veut dire que même les bookmakers considèrent cette année, par exemple, que le Brésil, favori de la compétition, avait plus de chances de perdre le mondial qu'il n'en avait de le gagner. Donc atteindre la finale, c'est pas du tout une performance à minimiser, qu'il s'agisse de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Alors je ne vais pas rentrer dans la défense de ces choix de joueurs qui sont souvent très critiqués alors qu'ils sont presque toujours payants, comme le fait de faire jouer des défenseurs centraux en arrière latéraux, ce qu'il avait déjà fait en 2018 avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, parce que sinon le podcast durerait 3 heures, mais je voulais juste essayer de prendre un peu de recul sur sa carrière et contredire certaines critiques injustes qui sont souvent proférées à son égard et souvent alimentées par des médias, je pense à RMC Sport en tête. Donc voilà, merci à tous les gones de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite un super match demain et je souhaite évidemment à l'équipe de France d'accrocher sa troisième étoile.